Parce que maintenant, il faut de l'audace ou du courage pour me faire intervenir, parce que je me fais beaucoup chahuter sur les réseaux, et donc ça refroidit pas mal certaines personnes et certaines entreprises. Donc je suis très contente de vous voir si nombreux. Je vais vous parler évidemment de philosophie. La philosophie, juste une petite précaution d'usage avant de commencer. La philosophie ne prétend pas dire le vrai, c'est pas la science, la philosophie, elle ne recherche pas la vérité, elle recherche le sens. Et le sens ne peut venir que de la confrontation des points de vue. C'est pour ça qu'on aura un temps de questions-réponses juste après ma petite keynote. Et tant mieux, vous allez voir que vous n'allez pas être d'accord avec beaucoup des choses que je vais énoncer tout de suite. Mais c'est très bien, allez-y, osez la confrontation. Je ne prends pas la confrontation comme une humiliation ou comme un conflit, au contraire comme une marge de progression. Et on aura donc un moment d'échange. Mais je vais commencer par évoquer certaines hypothèses. Donc j'ai travaillé un certain nombre d'années, presque 10 ans en entreprise, maintenant j'en suis sortie, mais j'y suis quotidiennement en tant qu'externe, et j'observe, je remarque un certain nombre de choses, je vais émettre certaines hypothèses, et on va faire un voyage philosophique dans le monde des affaires, et on va questionner certaines normes, normes comportementales, normes langagières, normes managériales, qui me semblent parfois bonnes et parfois moins bonnes, mais on va en discuter ensemble. Je quitte un tout petit peu avant de commencer l'entreprise parce que l'entreprise ne me semble qu'un catalyseur de ce qui se passe dans la société de façon plus globale. C'est un microcosme qui reflète ce qui se passe de façon plus macroscopique au niveau national. Et je trouve que dans notre pays aujourd'hui, en France actuellement, on vit dans un climat excessivement anxiogène. On a peur d'à peu près tout, si vous faites le compte. On a peur du sexe, des OGM, de la grippe et parfois du vaccin contre la grippe. J'ai vu qu'il y avait une campagne de vaccination de grippe chez vous, donc vous affichez clairement votre volonté de vacciner, mais ce n'est pas toujours le cas. On a peur des gilets jaunes, bien sûr, on a peur des attentats, on a peur d'à peu près tout, si vous faites le compte, et je ne parle pas des films éco-catastrophiques à longueur d'écran qu'on peut visionner régulièrement sur les chaînes d'infos. On vit dans ce climat assez anxiogène. En entreprise, on a peur d'énormément de choses. Et c'est intéressant philosophiquement de voir qu'on n'a plus du tout honte de vivre avec la peur ou avec l'angoisse. Je vais mélanger les deux concepts pour l'instant. On vit avec et on s'en accommode, alors que depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, les philosophes ont toujours critiqué ce sentiment de la peur ou ce sentiment d'angoisse. Pourquoi ? Parce que la peur altère les représentations. Et devenir un être rationnel, être un être rationnel, un adulte, c'est éradiquer le plus possible ce sentiment de notre esprit, apprendre à avoir de moins en moins peur pour appréhender la réalité de la façon la plus objective possible. Donc les philosophes ont toujours déconsidéré ce sentiment de la peur, et c'était un sentiment qui amenait une certaine culpabilité, une certaine honte. C'était considéré comme infantile, comme puéril. Quelqu'un qui a peur, c'est un enfant. C'est une tradition qui a traversé les siècles, que Saint-Exupéry reprend d'ailleurs dans Le Petit Prince. Si vous relisez Le Petit Prince, à un moment, il y a un passage « Qu'est-ce qu'un adulte ?» Réponse, c'est quelqu'un qui n'a plus peur. Donc soit il n'y a pas beaucoup d'adultes actuellement, ce qui est plus qu'une hypothèse, vous allez voir, et soit il y a une déculpabilisation de cette passion qui explique la prolifération des peurs. J'en veux pour preuve, et vous le savez très bien, on a inscrit le principe de précaution dans notre Constitution. Ça veut bien dire que nous sommes une société qui cède peu à peu à l'idéologie du risque zéro ou de l'innocuité totale. On veut absolument minimiser les risques, on veut sécuriser à tout prix, on a une vision très négative du risque, c'est-à-dire qu'on l'appréhende très souvent comme une menace, très rarement comme une opportunité, et on va sécuriser et minimiser absolument les risques. Juste un mot sur le principe de précaution, parce que souvent on entend cette expression, on ne sait pas forcément de quoi elle retourne. Le principe de précaution, c'est un philosophe qui a inventé et créé ce concept, un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, J-O-N-A-S, et qui a écrit un livre en 1979 qui s'appelle le principe responsabilité, pas le principe de précaution, le principe responsabilité. Et le raisonnement dans son livre est très simple, c'est un syllogisme. Il nous dit 1. L'humanité est une espèce fantastique capable de créer des choses inouïes. 2. Elle est néanmoins capable de créer des techniques, des technologies susceptibles de l'anéantir. Donc 3. Il faut des normes éthiques qui viennent borner ces pratiques. Et ces normes éthiques ne doivent s'appliquer que dans 3 cas, en cas de risque humanitaire, environnemental ou sanitaire. Ce n'est que dans ces 3 cas-là qu'on doit appliquer le principe de précaution. Donc c'est une règle d'action absolument incontestable, incontestée, il ne s'agit pas du tout de critiquer, c'est une règle d'action. C'est-à-dire que là, c'est intéressant, la peur, la prudence devient heuristique, c'est-à-dire que ça devient un principe de connaissance, et parce qu'on a peur, parce qu'on va questionner ce qu'on fait, nos normes, on va appliquer ce principe de précaution ou pas. Et le raisonnement, c'est qu'en cas de doute sur une pratique, il faut envisager le pire quand il s'agit de ces 3 cas-là. Voilà le principe de précaution. C'est incontestable, c'est une règle d'action.
Mais, me semble-t-il, on a une tendance aujourd'hui dans nos organisations et dans notre société à passer de cette règle d'action incontestable, de ce principe de précaution, à une idéologie précautionniste, où là, le moindre risque est effectivement pensé comme une menace, on sclérose tout, on ferme tout, on paralyse tout parce qu'on a trop peur, et résultat, ça devient un principe d'inaction, très souvent. Ça se traduit comment? Au niveau national, on va légiférer surtout pour sécuriser les choses. Je vous le rappelle, mais juste avant les vacances d'été, on a légiféré sur le fait de pouvoir ou non donner une fessée à ses enfants. Qu'on soit pour ou contre la fessée, c'est pas du tout mon sujet, mais ce que je veux dire, c'est que la législation rentre dans un cadre qui était strictement privé jusqu'à présent. Donc la législation prend un essor considérable, les services juridiques dans les entreprises, vous le savez mieux que moi, croulent sous les dossiers. Et au niveau des entreprises, des organisations, donc on légifère effectivement et on procédurise énormément. Vous m'avez dit que c'était un mot que vous connaissiez bien ici et qu'on connaît bien dans les organisations. On procédurise et on procédurise à peu près tout. Les process sont là pour tout. Dans la banque, mon Dieu, on sait quand on est client à quel point il y a des process. Juste une précaution, je ne critique pas la procédure pour la procédure, ce serait naïf, ce serait débile. D'une certaine façon, je ne suis pas naïve au point de penser qu'une organisation peut vivre sans procédure. Ce n'est pas du tout le sujet de la discussion. Aucune organisation ne peut vivre sans procédure. Simplement, comme beaucoup de choses dans la vie, le poison est dans la dose, pas dans la chose. Et quand le process devient le sommet des priorités au détriment du sens de ce qui est entrepris, c'est là qu'on tombe dans l'absurdie et c'est là qu'on engourdit vraiment les intelligences. Je vais prendre quelques exemples où je trouve que c'est devenu trop procédural. C'est là qu'on ne va pas être d'accord peut-être. Je commence avec la communication en entreprise. Très souvent, attendez, j'ai rien dit, c'est pas la peine tout de suite, dépend des heures. La communication en entreprise. Malheureusement, et pour les collaborateurs, vous avez remarqué, il n'y a plus de réunion, il n'y a plus de présentation sans slide et sans PowerPoint. On ne peut plus faire sans. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se présenter devant un client sans slide parce que ça fait bien d'avoir des slides. Pour moi, le slide ne sert à rien. Attendez, pourquoi? Parce que soit le slide répète ce que l'interlocuteur est en train de dire, je ne vois pas l'intérêt, sauf quand c'est un sujet excessivement complexe et qu'il faut effectivement une pédagogie pour. Mais en réunion, la plupart du temps, on n'est pas en cours de physique nucléaire, on n'a pas généralement besoin, on n'est pas la Tech Week, on n'a pas besoin d'explications aussi denses. On peut comprendre une réunion sans avoir besoin de support pédagogique. Soit le slide ne répète pas ce que l'interlocuteur est en train de dire, et donc dans les deux cas, vous loupez l'info, parce que soit vous écoutez, soit vous lisez, vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. On me rétorque que je n'ai rien compris au slide, ce qui est définitivement vrai, et qu'il y a des visuels, il y a des auditifs. Donc, c'est une idéologie qui a 15-20 ans maintenant. On a dit une image impacte beaucoup mieux l'esprit que des mots, donc il faut bombarder les esprits d'images. Résultat, les gens n'ont plus beaucoup de mots en entreprise, et quand on a moins de mots, on a moins de pensée, on ne peut pas exprimer, nuancer sa pensée, et c'est excessivement nivelant pour l'esprit. Demandez oui, quand on me disait il y a des visuels et des auditifs, il n'y a pas que des aveugles et des sourds en entreprise. Quand on est un adulte et qu'on est capable d'écouter et de regarder quelqu'un, c'est pas une tâche impossible pour l'esprit, me semble-t-il. Mais vous savez, le vocabulaire est très parlant, on appelle ça des supports. Et effectivement, ce ne sont que des supports, c'est-à-dire des contenances pour la personne qui est sur scène, parce qu'on se sent toujours très seul face à un public, et que c'est bien commode d'avoir des diagrammes, des camemberts, des flèches rouges, vertes, jaunes derrière soi pour donner l'impression d'avoir un peu de densité derrière des propos qui n'en ont pas nécessairement. Ça fait bien. Et on le fait parce qu'on doit le faire. Résultat, on entend dans les entreprises, et c'est ça le problème, on entend les gens dire « mais j'ai mes objectifs, j'ai mon travail à faire », et je perds 3 heures à préparer les slides, et en général, la personne qui prépare les slides n'est pas celle qui parle sur scène, bien sûr. Et ça met les collaborateurs dans des impossibilités, et ça fait perdre une énergie bêtement. Donc encore une fois, je nuance, je ne suis pas contre le slide, je le provoque un peu, mais il y a vraiment parfois une automatisation de cette technique, de cette façon de faire, qui fait perdre un temps fou et qui n'améliore pas l'esprit. Demandez aux gens qui préparent les slides de faire un texte de 5 lignes avec des verbes choisis, des raisonnements bien acérés et un peu de rigueur dans le raisonnement, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est beaucoup plus formateur pour l'esprit que de choisir des flèches sur son PowerPoint. J'arrête, je peux faire 10 heures sur le slide, je m'énerve toute seule en plus quand j'en parle, donc je vais passer à autre chose parce qu'il faut quand même qu'on avance. Le management est devenu très procédural aussi. Je sais pas, je connais pas
il y a des externes, il y a des sociétés générales, il y a beaucoup d'organisations ici, je ne vous connais pas de l'intérieur. Mais en gros, dans les grandes entreprises, maintenant, pour être manager, en gros, si on n'est pas mauvais dans son job, si on est même bon, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on devient presque automatiquement manager. C'est-à-dire que c'est presque le seul mode de reconnaissance qu'on ait trouvé pour quelqu'un qui travaille bien. Or, il y a des gens qui travaillent excessivement bien et qui n'ont pas envie nécessairement d'être manager. Et puis, il y a des gens qui feraient bien de ne pas l'être parce qu'ils n'ont pas du tout la compétence pour l'être. Mais c'est devenu une promotion, alors que le management est, selon moi, une compétence. Pardon. Et vous avez peut-être subi, comme moi, les formations en management. C'est-à-dire que quand vous allez devenir manager, vous avez tout un parcours, en général vendu par les consultants et des coachs. J'arrête un peu avec ce sujet parce qu'il me bouscule un peu, et puis bon voilà, mais c'est le sujet de mon dernier bouquin. Des coachs qui vous vendent très cher des techniques pour apprendre, c'est le langage coach, la posture du manager. Pour moi, le management n'est pas une posture. Ça, c'est vraiment une imposture de penser ça. Vous prenez tous les grands managers, que ce soit des hommes, des femmes, peu importe. Je ne peux pas dire comme Macron à chaque fois toutes celles et ceux parce que c'est long. Donc tous les grands managers, hommes, femmes, sont dans autre chose que de la posture. Ceux qui sont très impactants, très charismatiques, c'est pas simplement de la technicité qu'ils ont appris en formation managériale. C'est beaucoup plus puissant que ça. J'aime beaucoup l'explication de Nietzsche, pas du tout sur le leadership, il parlait pas de ça, ce serait anachronique, mais sur le charisme. C'est ce que j'appelle la compétence managériale, c'est-à-dire le charisme, le leadership. Le charisme en grec, la racine charis, c'est-à-dire une grâce divine. Mais ça ne veut pas dire que certaines personnes l'ont et d'autres n'en l'ont absolument pas. C'est plus subtil que ça. C'est pas inné acquis. Cette grâce-là, pourquoi certaines personnes sont plus impactantes que d'autres, sont plus séduisantes quand elles parlent que d'autres? Pourquoi? Nietzsche nous dit cette virtualité-là, cette potentialité qu'on a tous, mais qu'on actualise en fonction des rencontres, des situations de vie, des circonstances de la vie. Cette potentialité qu'on a, c'est ce qu'il nomme la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est vraiment un concept nietzschéen, mais c'est l'inverse de la volonté de pouvoir. La volonté de pouvoir, c'est vouloir écraser les autres pour mieux ressortir soi-même. Il y a beaucoup de managers qui sont dans cette posture-là. La volonté de puissance, c'est pas du tout, on ne se positionne pas par rapport aux autres. C'est une conviction des profondeurs, un rayonnement personnel qui fait qu'on veut sa propre volonté, qu'on désire son désir, qu'on a envie de dire ce qu'on est en train de dire, et il n'y a rien de plus impactant, il n'y a rien de plus puissant d'une certaine façon que d'être dans l'authenticité de son être, dans l'authenticité de ses sentiments, dans l'authenticité de sa volonté. C'est pas un concept si abstrait dans le langage courant quand on dit il en veut ou elle en veut. Le en, ça renvoie à quoi? À la volonté. Il veut de sa propre volonté. Nadal ne veut pas simplement gagner pour la 11e ou 12e fois, je ne sais plus, Roland Garros. Il veut toujours vouloir être le meilleur. Et c'est pour ça que quand on essuie un échec dans la réalité, c'est très puissant d'avoir cette volonté de puissance parce qu'elle dépasse le simple échec. Si on a simplement une velléité, au moindre échec, on est déjà ratatiné, on veut plus, on est freiné si vous voulez. La volonté de puissance, elle est invincible d'une certaine façon. Quand je dis que c'est une question d'authenticité, vous prenez tous les grands orateurs, tous les grands leaders, ils ont chacun leur style. Trump a évidemment son leadership et son charisme. Macron a son leadership, Sarkozy a son leadership. Hollande, j'ai plus de mal à le dire. Enfin, théoriquement, tous les grands orateurs ont leur style. C'est-à-dire que c'est une question d'être, de personnalité, beaucoup plus que de technicité. La preuve, quand on apprend, vous savez, les formations de prise de parole en public, etc., quand on apprend ça, ça crée des situations pas possibles. Bien sûr qu'il y a parfois des bonnes choses à apprendre, je suis pas noir ou blanc, mais très souvent, après, j'ai vu un certain nombre de cas où les gens déjà sont dans des situations très difficiles parce qu'on leur dit de réciter un texte devant un auditoire qui sait qu'elle n'a aucun impact puisqu'elle est là pour apprendre à en avoir. Quand vous parlez devant un auditoire qui sait que vous n'avez aucun impact, vous n'en avez aucun. Et c'est pipé d'avance, ça crée des situations de stress abominables. Et après, quand on prend la parole en public, on se dit il faut que je pense à la posture. Alors en fonction des coachs, vous avez eu la bonne méthode ou pas. Il faut ancrer les jambes, il faut respirer avec le ventre. Moi, j'ai jamais rien compris. Les ramifications, les arbres, le feu, le foyer. Enfin, vous avez eu droit à ça. C'est l'enfer. Résultat,
résultat, on parle en public, on se dit ah mince, j'aurais pas dû me gratter le nez, j'aurais pas dû fermer les yeux, j'aurais dû avoir la jambe comme ça ou comme ça. Et résultat, on n'est pas dans l'authenticité de son message et on ne de son ménage. J'ai du ménage à faire. On n'est pas dans l'authenticité de son message et on ne séduit personne. Mais c'est la posture, c'est devenu le process. On suit, on devient manager, on a les formations et on doit correspondre au moule, au rôle du manager. Laissons être les gens un peu eux-mêmes et je pense qu'on aura de meilleurs managers. Je ne vais pas tout passer en vue, je prends quelques exemples, des grands exemples. Le collectif est devenu un process aussi. En entreprise, le collectif, c'est devenu un totem. Parce que c'est collectif, c'est bien. Il y a eu la mode, le coopératif, le collectif, tous ensemble, on est quand même plus fort que seul. Oui, mais enfin, si c'est pour dire ça, c'est une apalissade. Évidemment qu'à 10, on est plus fort que seul. C'est pas la peine d'inventer des concepts inouïs comme intelligence collective pour dire ce genre de niaiserie. Évidemment qu'à plusieurs, on est plus fort que seul. Sauf que c'est à une condition qui n'est pas toujours respectée en entreprise et ailleurs, c'est que le collectif soit sous-tendu par un travail individuel fort et rigoureux. Et c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que beaucoup de réunions ne servent strictement à rien. Pourquoi ? Parce qu'on arrive, on ne sait pas déjà pourquoi on est là dans la réunion, mais on y va parce que ça se fait, on n'ose pas dire qu'on n'a rien à faire là. Deuxièmement, on n'a pas forcément bossé le dossier, mais comme on est 15 autour de la table, ça se verra pas trop. Et on transforme cette petite faiblesse bien humaine, cette petite flemme personnelle, en grand mérite collectif. Et on se rassemble pour se rassembler et pour donner l'impression qu'on travaille, etc. Mais on brasse du vent très souvent parce que justement, on n'a pas travaillé en amont. J'étais avec un grand sélectionneur de football il n'y a pas longtemps. Et le manager de l'entreprise fait venir ce sélectionneur et le sélectionneur explique, et c'est génial d'entendre ce genre de personnalité expliquer comment il choisit ses joueurs, comment il la stratégie, etc. Et le manager de l'entreprise dit, regardez, c'est fantastique, transposons cet exemple sportif à notre réalité managériale. Ben, je me dis, il y a du boulot. Parce que si le manager parle comme Deschamps parle à ses joueurs sur le coin du terrain, ça va être compliqué en entreprise. Et si chaque personne qui vient en réunion a travaillé le meilleur à son poste, comme le sont les joueurs de foot, eh ben, des réunions pulseraient peut-être un peu plus. Mais résultat, les gens passent un temps fou, les pauvres, en réunion. On finit sa journée en se disant j'ai passé 3 heures à ne pas pouvoir dire ce que je pensais, je ne savais pas pourquoi j'étais là, je me suis totalement dévitalisée dans ce moment, à perdre un temps fou et on rentre déprimé, on se demande pourquoi on fait ce job. Enfin, ça arrive souvent. Mais c'est le collectif. Donc le collectif, oui, s'il est sous-tendu par un travail individuel, si on ose la confrontation, si on ose dire les choses, l'idée vraie, l'idée fructueuse, c'est celle qui vient dépasser les contradictions. Et c'est pour ça qu'il faut absolument oser la contradiction. La contradiction, c'est pas le conflit. La contradiction, c'est pas l'humiliation. Mais vous savez, il y a eu un mot à la mode l'an dernier. Chaque année, il y a un mot à la mode qui sort en général en novembre-décembre. On va bientôt avoir le prochain pour la collection printemps-été de l'année d'après. Et en 2017, on a eu agilité. Il fallait être agile. Et celui qui ne l'était pas, à tel point que l'agilité est devenue un peu rigide malgré tout, parce que c'était quand même le mot, l'injonction. En 2018, on a eu bienveillance. Alors là, je ne sais pas si vous avez parlé de bienveillance, mais alors dans les entreprises, il fallait être bienveillant. Résultat, on n'ose plus rien dire à son génial collaborateur. Même les pires niaiseries, on ne lui dit pas que c'est complètement débile parce que bienveillance oblige et tolérance oblige. Mais très souvent, on confond la bienveillance avec la complaisance. Et il n'y a rien de plus violent que le non-dit. Si vous faites preuve de bienveillance envers moi aujourd'hui, vous allez oser me dire « mais moi je ne suis pas d'accord avec votre argument ». Pourquoi c'est de la bienveillance ? Parce que 1, vous m'avez écouté jusqu'au bout. 2, vous avez essayé de trouver un argument plus fort. Moi, ça va me faire progresser parce que je vais aussi chercher un argument beaucoup plus fort. Et c'est ça la vraie bienveillance. Ça suppose la confrontation. Ça suppose de parler droit dans les yeux à quelqu'un et de lui dire ce qu'on pense. C'est ça le respect de l'autre. Quand on entend tout le temps parler de l'humain en entreprise, c'est ça le respect de l'autre. C'est vraiment d'oser lui parler en tant que personne et d'oser la confrontation. J'arrête, mais c'est le collectif qui m'a fait un petit peu dévier sur la bienveillance. Donc, voilà. Dernière chose, parce que je ne sais pas si vous êtes l'adepte, et puis j'en ai beaucoup parlé, je vais aller un peu vite. Le bien-être est devenu un process, c'est-à-dire qu'il faut être heureux absolument. Vous n'avez pas de choix dans notre société française, il faut être heureux. Même quand on est le pauvre malheureux, c'est horrible, c'est double peine. Il est malheureux et en plus il apparaît comme un loser, parce qu'être un malheureux aujourd'hui, c'est mal vu. Regardez les vitrines sur des réseaux sociaux, on affiche une vie
absolument magnifique de soi-même quand c'est la Bérésina à la maison. Mais c'est pas grave, on met quand même les photos de l'île Maurice. Mais il faut apparaître heureux, et ça se traduit comment dans les entreprises? QVT, magnifique acronyme pour dire qualité de vie au travail. Vous voyez ça, hein, vous l'avez. Il y a des choses formidables à mettre dans la QVT, moi j'entends cuvette, mais il y a magnifiques choses à mettre dans la qualité de vie au travail. Mais très souvent, ça se réduit à la mise en place d'artifices bonheuristes. J'entends bien sûr, j'en parle plus parce qu'on a incendié là-dessus, mais enfin bon, les baby-foot, les billards, les bonbons, les consoles de jeux, les rooftop végétalisés avec les pots de miel et les tomates cerises, tout ce genre d'artifices qui crée un cadre de boulot sympa. C'est super d'avoir ça. Et puis j'ai vu les dunes, c'est magnifique, et je ne sais pas s'il y a tout ça, mais c'est magnifique. Mais simplement prétendre que ça rend les gens heureux, là c'est une illusion. Bien sûr que c'est chouette d'avoir un cadre de boulot sympa, et je suis totalement pour, c'est pas du tout le sujet. Mais parfois, ce n'est qu'un alibi pour l'organisation. Tu te dis, regardez, on leur a tout mis quand même, ils devraient être bien au boulot. Le problème, c'est qu'on s'est jamais autant occupé du bien-être des salariés, il n'y a jamais eu autant de mal-être. C'est quand même qu'on vise mal le bien-être. Les chiffres me donnent raison pour le coup, c'est-à-dire que les arrêts maladie ne cessent d'augmenter, et ce ne sont pas des arrêts maladie courte durée, hein, ce sont des arrêts maladie longue durée, c'est grave. Des burn-out, des bore-out, des brown-out, vous allez voir la série des out qu'on va se taper, parce que effectivement c'est très culpabilisant pour le collaborateur. Il se dit, j'ai tout à ma disposition. J'ai la piscine, j'ai les 3 restos, j'ai le rooftop, j'ai mon miel, j'ai mes consoles de jeux, j'ai mes bonbons, j'ai tout. Et pourtant, je suis pas du tout bien dans mon boulot. Donc est-ce que c'est de ma faute? C'est ça le raisonnement. C'est pour ça que je critique ce raisonnement. C'est très culpabilisant pour le collaborateur qui se sent pas bien à son boulot. Donc je mise sur des choses beaucoup plus essentielles sur lesquelles je vais revenir. Juste un dernier mot là-dessus, parce que le raisonnement philosophique sous-jacent, enfin le raisonnement qui n'est pas philosophique, mais qu'on entend régulièrement est le suivant, et qui pour moi est un faux raisonnement, un paralogisme qui prend la cause pour la conséquence, qui consiste à dire des gens bien au bureau ou heureux au boulot seront plus performants. C'est ça qu'on entend. Et c'est une certaine logique qu'on peut éventuellement comprendre. Pour moi, c'est faux. C'est-à-dire que le bonheur n'est pas du tout une condition from scratch. Je suis heureux à partir de quoi? On est heureux quand on réalise quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est heureux qu'on va être performant. C'est au contraire parce qu'on a la possibilité d'agir et d'être performant éventuellement qu'on va se sentir beaucoup mieux au boulot. Le bonheur n'est pas une condition de performance, mais la conséquence d'une performance, sinon d'une action possible. Mais on a inversé les choses, et on va prodiguer plein de remèdes, plein de parcours bien-être, des coachs en tout genre, il faut se faire assister pour tout. Le bonheur est une affaire entre soi et soi-même. Ça fait 2500 ans que les philosophes essayent de définir le bonheur, ils n'y sont jamais parvenus. Pourquoi? Parce que c'est indéfinissable. Si je vous demande dans la salle quel serait votre bien-être, votre bonheur demain, je mélange les deux concepts pour l'instant, quel serait votre bonheur demain, j'aurai autant de réponses que de personnes dans la salle. Quelqu'un va me dire gagner de l'argent, d'autres recouvrir la santé, retrouver mon amoureux, ce que vous voulez, mais on aura autant de réponses que de personnes dans la salle. C'est une affaire entre soi et soi-même. C'est pour ça que je m'échauffe un peu sur les gens qui prétendent toujours s'occuper du bien-être des gens. Se faire aider, c'est une chose, mais gérer le bien-être des autres, c'en est vraiment une autre. Donc le bonheur est une affaire entre soi et soi-même, c'est un état excessivement instable, on peut être heureux 3 semaines, très malheureux les 6 semaines d'après, et ça dépend de personnes qui vont bien au-delà de la sphère strictement professionnelle. Si mes enfants vont mal, je travaille nécessairement moins bien, je suis moins concentrée à mon boulot. Donc encore une fois, ça dépasse le cadre de l'entreprise, me semble-t-il, et ne réduisons pas le bien-être des salariés aux artifices bonheuristes dont j'ai parlé. Le bien-être, et je vais enchaîner sur les choses plus essentielles comme le sens, c'est-à-dire que quand j'ai dit les collaborateurs ont besoin de choses plus essentielles que ces petits gadgets, j'entends des choses vraiment essentielles, et surtout le sentiment, et les plus jeunes générations, et il y a beaucoup de jeunes dans la salle, vous m'affirmerez ou me confirmerez peut-être, mais ont besoin de se sentir beaucoup plus autonomes, plus actifs, dans leur vie professionnelle, et c'est la même chose dans la vie personnelle. C'est-à-dire que ce qui rend heureux, c'est d'avoir l'impression, d'avoir la possibilité d'agir, d'être acteur, d'être actif, c'est la même racine étymologique, c'est-à-dire d'être l'agent de sa vie professionnelle, d'être le sujet de sa vie professionnelle. Or très souvent, on suit, c'est ça que j'entends par logique procédurale, on suit, on le fait parce qu'on doit le faire, on applique mais on n'agit pas, on exécute mais on n'entreprend pas, et à la fin de sa vie, c'est excessivement dévitalisant et très nivelant. Donc comment avoir ce sentiment d'être vraiment une personne, un sujet, un acteur, un sujet actif? Philosophiquement, l'action suppose, à mon sens, 3 choses. 1. La prise de risque. On n'agit pas si on ne prend pas un risque. Si on ne fait qu'appliquer, on est une bonne machine,
Enfin, on a une bonne machine, non, d'ailleurs on a la tech, oui, on a une intelligence artificielle très bas de gamme maintenant, parce que les intelligences artificielles font des choses beaucoup mieux que nous, et savent faire des choses de façon beaucoup plus performante que nous. Ne pas prendre un risque, c'est vraiment se mettre sur pilotage automatique, se mécaniser. On s'inquiète beaucoup de l'intelligence artificielle qui rivaliserait avec l'humaine. Moi, je m'inquiète plus de l'humaine qui s'artificialise très vite. Et dès lors qu'on ne peut pas prendre de risques, on ne veut pas prendre de risques, on se mécanise. Prendre des risques, c'est très compliqué dans notre pays parce qu'on a une vision, je l'ai dit en introduction, excessivement négative du risque et excessivement négative de l'échec. Comme on risque d'échouer, on ne prend pas de risque et on sécurise. Et donc on applique. S'il y a un livre à lire, moi je vous conseillerais de lire Tocqueville de la démocratie en Amérique, le volume 2. Pourquoi ? Parce qu'il explique pourquoi aux États-Unis, par exemple, ils n'ont pas cette culture négative de l'échec. Ils voient plutôt les vertus de l'échec, alors que nous, ça nous plombe un échec. Je vais très vite parce qu'il faudrait une heure sur l'échec au moins. Mais Tocqueville explique ça à partir de l'histoire de notre pays. Les États-Unis sont une démocratie dès l'origine. Il n'y a pas de strate sociale, de caste sociale comme dans notre pays, qui est un pays aristocratique historiquement. Et même si on est une démocratie aujourd'hui, on voit à quel point on est aristocratique dans notre façon de penser. Il suffit de voir comment on choisit les études pour ses enfants. On se rend compte qu'on est quand même assez aristocratique. On préfère encore les formations, les grandes écoles et les matières intellectuelles scientifiques aux métiers manuels, par exemple. C'est très aristocratique d'une certaine façon. Et donc, dans notre pays aristocratique, il y a toujours eu des strates sociales, des castes sociales, des différences sociales. Échouer, c'est déchoir d'une certaine façon. Alors que là, aux États-Unis, échouer, c'est pas déchoir. On revient au même niveau d'une certaine façon. Donc, je vais très vite. Mais on a une culture liée à l'histoire de notre pays très négative de l'échec. Donc, on ne veut pas prendre de risques et on entrevoit le risque comme une menace, très rarement comme une opportunité. Vaincre, aller contre ce biais cognitif, cette tendance de l'esprit, pour ça, il faut faire appel à cette intelligence d'action, ce qu'Aristote appelait l'œil de l'âme. L'âme, c'est pas l'intelligence froide, la bonne calculette en nous, le bon logiciel, c'est beaucoup plus irrationnel que ça. C'est être capable de se dire là, en fonction du sens de la situation, je suis capable de prendre un risque qui parfois a moins de risques que de ne pas vouloir en prendre du tout. Je prends un exemple très très simple, le pilote qui est à Méry-sur-l'Hudson, il illustre parfaitement ça. Bien sûr qu'il n'est pas inscrit dans la procédure aéronautique à Méry-sur-l'Hudson. Simplement, le pilote a eu suffisamment d'intelligence d'action, suffisamment d'intuition, et je vais le définir tout à l'heure, pour se dire là, il y a moins de risques à prendre cet énorme risque qu'à ne pas vouloir en prendre du tout. On est dans une telle logique, idéologie procédurale, que le pilote qui a quand même sauvé ses passagers, son équipage, est toujours, vous le savez, est toujours en procès pour justifier qu'il ne serait pas parvenu au même résultat en suivant la procédure. C'est là qu'on tombe dans l'absurdité. Donc, l'intelligence d'action, l'œil de l'âme, cette prudence, mais c'est mal traduit en français, cette phronésis en grec, c'est-à-dire cette capacité à prendre un risque, à penser le risque et à le prendre en fonction du sens de la situation, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on appelle l'intuition au sens philosophique du terme, c'est-à-dire c'est pas du tout du flair spontané qui part de rien. L'intuition, c'est le condensé, la sédimentation de toutes mes expériences passées qui fait que je ressens intuitivement, immédiatement, le sens d'une situation. Un capitaine qui a de l'intuition, c'est celui qui a suffisamment navigué sur la mer pour ressentir presque de l'intérieur la mer. Un pilote qui a de l'intuition, c'est celui qui a eu suffisamment d'expérience pour avoir cette intelligence d'action, de se dire en cas de danger, dans cette situation-là, je suis capable de prendre un risque ou non. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'il faille envoyer tout balader et quitter les procédures, mais vraiment prioriser le sens de la situation sur le process. C'est comme ça qu'on est un humain. Pourquoi j'insiste tant sur l'intelligence d'action et sur l'intuition ? Parce que ça, sauf contradiction de votre part, mais ça, l'intelligence artificielle est incapable de sortir des données qu'elle a reçues. Elle est incapable de sortir des milliers de données qu'elle a ingurgitées et dont elle déduit ou induit des comportements à avoir. Cette capacité à s'affranchir en fonction du sens, pour l'instant, c'est spécifiquement humain. Et voilà pourquoi j'insiste tant sur cette qualité-là, pour ne pas faire et ne pas entrevoir l'intelligence artificielle, la digitalisation, la robotisation comme une menace, mais au contraire pour en être le plus complémentaire possible. Misons sur ce qu'on a de spécifiquement humain, et l'intuition, l'intelligence d'action en fait évidemment partie. 2, et c'est le sujet, on n'agit pas, on n'est pas actif, on n'est pas acteur, on n'est pas agent de ses actes si on ne peut pas répondre à la question du sens de ce qu'on fait. Le sens, c'était le mot, j'ai parlé des mots à la mode, c'était celui de 2019. Le sens, tout le monde en parle, ça devient une tarte à la crème, un poncif.
Quand vous écoutez les grandes directions, elles vous parlent de sens, elles sont parfois incapables de définir ce qu'est le sens. Je voudrais mettre un peu de contenu philosophique derrière cette notion, parce que sinon ça fait vraiment, c'est trop facile à dire, c'est un mot valise qui recouvre tout et n'importe quoi. Comment vous définissez le sens? Est-ce que vous avez une définition du mot sens? Vous entendez, j'imagine, quotidiennement dans vos organisations. Comment vous entendez ce mot-là? Oui, c'est sûr, mais à 13h, la philo, je vous l'avais dit, c'est vrai. Bon. Ouais, le pourquoi, la raison de quelque chose, la signification de quelque chose. Le but, c'est pareil, un peu le pourquoi, je veux dire, l'objectif, c'est pareil. Les valeurs, c'est un peu différent. On peut avoir des valeurs, c'est pas forcément le sens d'une action. Ça détermine le comportement, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est vous qui mettez le sens dans l'apport, dans l'utilité que vous avez. Ouais. Mais l'utilité, c'est un peu différent du sens. Il y a des choses utiles qui n'ont pas de sens. Il y a des choses sensées qui ne sont pas forcément utiles. Non, je suis pénible, je fais exprès la pénible. Hein. Mais vous avez raison, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Mais si je suis rigoureusement... si je suis la rigueur de raisonnement, c'est pas l'utilité. Si vous ouvrez le dictionnaire au mot sens, vous avez 3 acceptions du mot. Une qu'on oublie toujours et qui est la plus évidente, les sens, les 5 sens, les sensations. Deuxième acception du terme, la direction. Le sens de quelque chose, la direction de quelque chose. Et troisième acception du terme, le pourquoi, la signification de quelque chose. A priori, ce sont 3 acceptions qui n'ont rien à voir. Entre sensation, direction et signification, il n'y a aucun rapport. Pourtant, les 3 acceptions sont réunies sous le même mot. Si c'est le même mot, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a un point commun. Et le point commun, c'est la définition même du sens, c'est la quintessence du sens, si j'ose dire. Avec Raymond DeVos. Et le point commun, je vous le donne, il est difficile à trouver, il est très facile à comprendre et il est très lourd de conséquences. Mais permettez-moi de faire un tout petit détour philosophique et sémantique pour être rigoureux sur ce concept-là. Le point commun entre sensation, direction, signification, c'est quoi? C'est que le sens est à chaque fois, dans chacune de ces acceptions, il est à chaque fois extatique. Extatique, c'est comme extase, je passe d'un état à un autre. Il est, si vous préférez, il est extérieur. Je concrétise ce que je dis, parce que ça peut paraître abstrait, c'est très concret. Si vous prenez la première acception du terme, sens au sens de sensation, le sens, la sensation n'est toujours donnée que par une extériorité. Essayez de toucher votre toucher, c'est impossible. De voir votre propre vue, c'est impossible. D'entendre votre propre voix, c'est impossible, à tel point que quand on l'entend, on se dit « Oh mon Dieu, c'est pas ma voix ». On n'a pas accès, et vous le faites pour les 5 sens, on n'a pas accès à sa propre sensation sans une extériorité. Pour voir la façon que j'ai de vous regarder là maintenant, il me faudrait un miroir ou une vidéo ou ce que vous voulez pour avoir accès à ma propre sensation, à mon propre sens. Deuxième acception, c'est la même chose. Paris-Genève ne fait sens que le temps du trajet. Une fois que je suis à Genève, Paris-Genève ne fait plus sens. Le sens est toujours là-bas, ailleurs, extérieur, là où l'on va, jamais où l'on est. Donc le sens est toujours ailleurs. Et troisième acception du mot signification, si je prends le mot micro n'aurait aucun sens s'il ne renvoyait pas à une chose extérieure, c'est-à-dire un mot. Sinon, on tombe dans ce qu'on appelle en philosophie le nominalisme, où on prend les mots pour les choses, où on apporte plus de crédit à la réalité des mots qu'à la réalité des choses. Donc à chaque fois, pardonnez-moi ce petit détour, mais c'était pour montrer, parce que c'est très lourd de conséquences, que le sens est à chaque fois extérieur. Il n'est procuré que par une extériorité. Ça veut dire que le sens du travail n'est pas dans le travail, puisque le sens est toujours ailleurs. Ça veut dire que le sens de la vie n'est pas dans la vie, puisque le sens est toujours ailleurs. Travailler pour travailler n'a aucun sens. Mon travail n'a de sens que s'il est au service d'une extériorité. Avoir des collègues sympas, avoir un salaire pour nourrir mes enfants, travailler à la Société Générale parce que c'est prestigieux, ça me procure une identité sociale, peu importe, vous trouvez tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose d'autre que le travail en tant que tel qui justifie le travail. Vous demandez-vous pourquoi vous travaillez, ce sera pour quelque chose d'autre que le travail lui-même. Nos vies, et là je vais plomber, il est 13h10, c'est terminé, c'est monstrueux ce que je vais dire, nos vies n'ont métaphysiquement aucun sens. Existentiellement, c'est absurde. Les Camus, Ionesco, tous les absurdes. Vivre pour vivre n'a aucun sens. On est là pour disparaître. C'est quand même effarant, cette affaire-là.
Mais ma vie n'a de sens que parce qu'elle est au service d'une extériorité. C'est parce que j'aime mes enfants, par exemple, l'amour de mes enfants, ou l'amour de personne. C'est parce que j'aime que ma vie est justifiée, que ma vie va prendre du sens. Ou c'est parce que j'ai un travail qui m'intéresse que ma vie va prendre du sens. Donc c'est autre chose que la vie qui vient justifier la vie. J'en viens à l'entreprise. Pourquoi on traverse une crise de sens et pourquoi ce mot est si à la mode? C'est pas un hasard. C'est parce que justement les entreprises ont beaucoup de difficultés à trouver une extériorité, une raison d'être. Je parlerai de la loi Pacte tout à l'heure, mais autre que la raison d'être purement économique, financière de l'entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui guide la raison, le sens de l'entreprise est très souvent économique et financier. Le marché est darwinien. Seuls les meilleurs résistent financièrement et économiquement. Mais pour résister financièrement et économiquement, qu'est-ce que font les entreprises? Elles technicisent et on est dans la Tech Week, on technicise les métiers. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une compagnie d'assurance. Le PDG de la compagnie d'assurance me dit « Amazon arrive sur le terrain de l'assurance ». Donc qu'est-ce qu'on fait? On technicise nos métiers, on modernise nos métiers, on a des data scientists, etc. Mais la technique, c'est quoi? C'est l'inverse du sens. La technique, c'est un moyen. C'est jamais une fin en soi. Quand on apprend une technique pour faire quelque chose, on apprend un moyen, mais c'est jamais une finalité en soi. Si j'apprends une technique pour jouer du piano, j'apprends le solfège, mais le solfège n'est pas la finalité. Toutes les innovations inouïes que vous êtes en train de voir ou que vous êtes en train de présenter ne sont pas des finalités en soi. Construire un robot pour construire un robot n'a aucun sens. Le robot a une utilité, aider les personnes handicapées, peu importe, vous trouvez toutes les finalités aux techniques qui sont présentées là, mais vous voyez que c'est toujours quelque chose d'autre que la technique en soi, qui est la finalité de la technique. C'est très difficile parce que donc cette concurrence généralisée qui mène la danse, ce monde économique darwinien et que je critique pas du tout moralement, c'est comme ça. Les entreprises ne répondent plus à des finalités extérieures, mais répondent à cette exigence économique. Je suis anachronique, mais je vais utiliser un raisonnement qu'Heidegger a utilisé pour le XXe siècle. Il nous disait en gros, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, les sciences, les techniques, les technologies répondaient à deux finalités extérieures. Elles avaient deux sens. Rendre l'homme plus libre et plus heureux. Il fallait sortir l'homme de l'obscurantisme religieux et prévenir les catastrophes naturelles. Ça le rendait plus libre, plus heureux dans sa vie. Ça répondait à ces deux finalités extérieures. Donc tout avait du sens d'une certaine façon. Au XXe siècle, nous dit-il, mais je trouve que c'est encore plus valable au XXIe, on est rentré dans l'univers de la technique par la concurrence généralisée économique financière. Aujourd'hui, pourquoi Apple fait l'iPhone 10, 11, 12, je ne sais pas quel numéro on est, parce que si Apple ne fait pas ça, Samsung, Huawei engloutit Apple. Et donc pour résister, on technicise. J'en veux pour preuve les intitulés de postes. Si vous me dites ce que vous faites, j'ai très peu de chances de comprendre. Je prends un exemple parce que j'ai écrit dans un livre précédent, j'avais été scotché par quelqu'un qui, lors d'un tour de table, me dit « Bonjour, je m'appelle Gérard, je suis coordinateur de flux. » Et là, je me dis « Le coordinateur de flux, mais qu'est-ce qu'il fait? Les flux sont partout, il est en flux financier, en flux technique, en flux logistique, en flux plomberie, à la limite, je sais pas, les flux sont partout. » Et comme il voyait un peu de désarroi quand même sur mon visage, il me dit de flux transverse. Là, ça m'a pas aidé. Et plus je demandais des explications, pire c'était, parce que c'était excessivement technique. Donc plus je rentre dans la technique, plus je rentre dans la définalisation, dans l'insensé d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que son métier n'est pas utile. C'est pour ça que l'utilité n'est pas le sens. Le métier est... Par exemple, le coordinateur... il y a 3 jours, j'ai rencontré quelqu'un, une femme qui me dit « Je suis analyste de spectre ». Pareil, parce que je voulais jamais un enfant se dit « Je vais devenir, à 5 ans, se dire « Je vais devenir analyste de spectre ou coordinateur de flux transverse ». Vous n'avez jamais rencontré ça. Pompier, médecin, où on voit la finalité du métier. Mais d'ailleurs, le vocabulaire est très parlant. On ne dit plus beaucoup quel est ton métier. C'est presque un peu ringard. On dit quelle est ta fonction. Quel est ton poste? Vous voyez à quel point c'est technique. Donc le coordinateur de flux transverse, par exemple, sait que son métier est très utile dans l'organisation beaucoup plus globale de l'entreprise, mais il ne voit plus la finalité de ce qu'il fait, il ne voit plus le résultat concret de ce qu'il fait. Et c'est une source de souffrance énorme. Ça explique un phénomène qui n'est pas un épiphénomène, que vous avez dû rencontrer, où beaucoup de gens très diplômés qui ont des très belles fonctions quittent tout vers 40 ans, 50 ans, pour faire quoi? À chaque fois, c'est un métier relationnel ou manuel, où il y a de la matière en face de nous, où on pétrit une pâte à pain, où on parle à des gens, on fait du sport, on est dans de la réalité concrète, parce que ça procure une satisfaction de pouvoir réaliser quelque chose, d'agir sur le monde, de transformer ce rapport au monde et de se densifier soi-même à partir de là.
mais les métiers sont devenus tellement techniques que très souvent, ils sont définalisés, et c'est ce qui cause le brown-out, qu'on appelle maintenant le brown-out. Ne plus pouvoir répondre à la question du sens, c'est la déshumanisation à l'état chimiquement pur. Vous regardez Eichmann à Jérusalem, le procès Eichmann, officier d'Hitler, justifie ses actes, autrement dit l'industrialisation de la mort, en disant, et ce sont ces mots, j'appliquais bien les procédures, je faisais bien mon boulot, j'avais pas le choix, et je ne voyais plus le sens de ce que je faisais. C'est évidemment faux historiquement, mais ce qui est intéressant, c'est l'argument, parce que les nazis avaient un dessin très clair, c'était très clair, mais c'est intéressant philosophiquement. C'est ce que Hannah Arendt a concrétisé sous le concept de la banalité du mal, c'est-à-dire que le mal, la pire des choses, peut arriver de façon très banale, dès lors qu'on ne se pose plus la question du pourquoi je fais ça. Si Eichmann est un exemple un peu trop raide, vous regardez l'expérience de Milgram, c'est exactement la même chose. J'ai pas le temps de la définir, mais en gros, vous avez une autorité en blouse blanche, qui vous dit appuyez sur ce bouton-là et vous électrocutez progressivement les gens derrière une glace en teint, et que nous soumettons, 2 tiers des personnes qui font l'expérience se soumettent, nous soumettons très vite à l'autorité et nous oublions très rapidement pourquoi de